Mercredi, nous sommes le 6 mai 2020. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à notre antenne et bienvenue dans votre rendez-vous de tous les soirs COVID-19 à vos questions. Dans cette émission de ce jour, nous allons parler des informations et gestes utiles. Notre invité, Dr Ganiou Tchanilé, il est épidémiologiste, médecin de santé publique, directeur de l'information sanitaire. Bonsoir docteur et merci d'avoir répondu à notre appel. Bonsoir. Spécialement, comment est-ce que vous passez ce temps-là de crise sanitaire en tant que spécialiste du domaine? Oui, en tant que médecin, c'est la course contre la montre. L'épidémie, depuis 2 mois, on ne fait que courir pour chercher les voies et moyens pour endiguer cette épidémie. Merci. Voilà. Dans le contexte de cette crise sanitaire, beaucoup de choses se disent sur les plateformes, sur les réseaux sociaux et cela dépendra bien sûr du traitement de l'information. Vous êtes bien sûr spécialiste en la matière, des informations et gestes utiles. Voilà le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Quand vous suivez un peu l'actualité dans tout son ensemble, tout ce qui se dit, que ce soit sur les radios et les télévisions de par le monde, qu'est-ce qui vous vient justement à l'idée en matière de traitement? Tout est fiable ou bien il y a des quoi que c'est là qu'on peut noter? Oui, actuellement au niveau du Togo, il y a un protocole qui est suivi au niveau des centres de traitement. Mais quand vous suivez un peu les réseaux sociaux, on a tout sur les réseaux sociaux. Certains ont parlé de sel de cuisine. Oui. D'autres, il faut utiliser le citron. D'autres encore, c'est de la cigarette il faut fumer pour c'est ça. D'autres encore, il y a d'autres potions qu'il faut prendre. Et tout ça là, ça n'a aucun fondement scientifique. Ça n'a aucun fondement scientifique. Et il faut éviter d'empirer parce que lorsqu'on prend des potions dont on ne connaît pas la source, on met en danger son organisme, sa santé. Alors, quand on sait que beaucoup de choses se disent sur les différentes plateformes et radios et plateformes WhatsApp, réseaux sociaux, qu'est-ce qui se fait concrètement au niveau de la cellule riposte dont vous êtes l'un des maillons clés? Merci pour la question. Au niveau de la cellule de riposte, la cellule de riposte, il y a de la section ministère de la Santé. Oui. Donc tous les matins, il y a une réunion de coordination qui est tenue tous les matins, de lundi à samedi. C'est seulement dimanche qu'on se repose pour reprendre. Il y a un petit break le dimanche. C'est ça, on se retrouve tous les jours, on discute de l'épidémie dans notre pays, les problèmes de prise en charge qui se posent, les problèmes au niveau matériel, etc. Et puis les approches de solutions. Donc tout se passe au niveau du ministère de la Santé et lorsque les décisions sont prises au niveau du ministère de la Santé, on fait des suggestions au niveau supérieur qui est la cellule, c'est la coordination nationale de riposte. Que dit le président Le président de la République lui-même dirige cette coordination et c'est là où on répond à toutes les exigences, sinon toutes les demandes, tous les besoins qui ont été élaborés par le ministère de la Santé. Les informations, c'est aussi les informations les plus sûres qui doivent être bien sûr données aux populations en matière de gestes barrières. À ce niveau-là, qu'est-ce qui se fait concrètement? Au niveau des gestes barrières, on a senti par moments le lavage de mains qui était vraiment entré dans les habitudes, mais par après, on a senti un petit relâchement. Le port des masques aussi, beaucoup de choses, voilà. Justement, ce que vous venez de dire, c'est vérifié. Au tout début de la crise, quand l'information passait, les gestes barrières, il suffit de sortir, vous allez voir les gens qui sont masqués, les lave-mains un peu partout. Installés un peu partout. Installés un peu partout. Mais depuis quelques jours, on a constaté un relâchement. Les gens pensent que l'épidémie est terminée, alors qu'en réalité, c'est maintenant que nous recevons des cas. Les cas ne font que s'augmenter. À titre d'exemple, depuis 2 semaines, on a dépassé plus de 80 cas en 2 semaines. Alors qu'au tout début, on avait 2-3 cas par jour, 2-3 cas, 1 cas, des fois 0 même. Actuellement, en 2 semaines, on a enregistré plus de 80 cas. Et près de 17 préfectures, ce que nous appelons districts sanitaires dans la santé, sont touchés actuellement. 17 sur 44 districts
sont touchés. Ça veut dire que l'épidémie est en train de progresser. Alors, on va essayer cette fois-ci de jeter un coup d'œil sur la situation de ce 6 mai 2020. En cette date de 6 mai 2020, nous avons 42 cas actifs, 77 cas guéris, 9 décès, 128 cas contaminés au total. C'est un peu ça la situation au Togo en matière de détails en ce jour. Est-ce qu'on a vraiment enregistré de nouveaux cas? Aucun nouveau cas de Covid-19 sur 473 personnes testées ce jour. 3 nouveaux patients ont retrouvé la santé, portant à 77 le nombre total de patients guéris de Covid-19. Aucun nouveau décès n'a été enregistré à ce jour. Il faut noter en global que le Togo a enregistré 128 cas confirmés de Covid-19, dont 42 actifs, 77 guéris et 9 décédés au total. 8835 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Au moins, c'est un peu le jour de repli aujourd'hui en matière de cas de contamination. On n'a pas enregistré, mais quand même, on a enregistré de nouvelles guérisons. C'est aussi là une bonne information. Oui, bon, nous pouvons dire un peu de répit, mais en réalité, je ne pense pas que ce soit un répit. Vous savez, les nouveaux cas, il faut tester et sortir les résultats. Les résultats, en général, ça prend 24 à 48, à 48 heures pour que les résultats sortent. Donc, si les résultats, les examens qu'on a reçus, on est en train de les traiter, les résultats ne sont pas sortis, on ne peut pas d'emblée parler de... Bon, on a quand même traité jusqu'à 473. Oui, oui. Il y a encore des prélèvements qui sont en traitement. C'est ça. Voilà. La bonne nouvelle, c'est aussi les cas de guérison. Hein? Oui, les cas de guérison, je pense, on est à 77, ce qui n'est pas mal, comparativement aux autres pays. Quand vous regardez en Italie, en France, en Espagne, où il y a beaucoup de décès, le Togo a mis en place un protocole de prise en charge dans les centres de prise en charge, et c'est ce protocole qui est suivi jusqu'à présent. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que le Covid-19, dans 80 à 85% des cas, même sans traitement, vous pouvez guérir. C'est dans les 15 à 20% restants qu'on a les cas graves qui nécessitent une hospitalisation. Mais pourquoi vous ne donnez pas ces informations-là aux gens? On donne l'information. Il y a de la psychose quand on dit aujourd'hui que vous êtes contaminé ou que vous êtes testé positif au Covid-19. C'est comme si, c'est comme dans les années 80 ou bien 90. Où on avait le sida. Le sida, oui. Tout le monde a peur. Le problème aujourd'hui, vous et moi, si on est atteint de Covid-19, on ne sait pas qui sera le cas grave ou qui ne l'est pas. C'est là la difficulté. Donc c'est pourquoi d'emblée, tout cas confirmé, on considère que ça peut être potentiellement un cas grave. C'est pourquoi l'information, bon, il est bien vrai, on donne l'information, mais on ne peut pas d'emblée savoir qui, d'un jour à l'autre, peut devenir cas grave ou non. C'est la difficulté dans cette prise en charge. Vous avez eu à souligner qu'en ces 2 dernières semaines, le Togo a enregistré de nouveaux cas en nombre. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que c'est le moment du pic, comme on a vu dans d'autres pays du monde? Et après ce pic-là, on peut toutefois voir les chiffres au rabais dans les jours qui viennent. Ça serait trop hâtif de dire que le Togo tend vers son pic et que dans les semaines à suivre, les cas vont diminuer. Ça serait trop vite aller en besogne. Actuellement, les estimations, il y a eu plusieurs estimations qui ont été faites au niveau du ministère de la Santé avec l'aide des experts. Oui. Et selon certaines estimations, on pense que jusqu'au 15 de ce mois, on va atteindre le pic. Il y a d'autres qui vont jusqu'en novembre, septembre, octobre. Trop. Bon, c'est pour vous dire que c'est pour vous dire que les estimations, bon, on les a, mais prêter
à la réalité du terrain. On ne va pas vivre ce câble jusqu'à novembre, décembre, non. C'est possible, tout est possible. Puisque aujourd'hui, c'est une nouvelle maladie. On n'a pas un recul pour dire, bon, dans 2 mois, dans 3 mois, on va finir avec cette épidémie. Donc, on doit retrousser de manches et voir dans la mesure du possible. Ce qui est important maintenant, oui. Ce qui est important, je pense qu'on va en arriver là, c'est les gestes barrières. Oui. Les gestes barrières. C'est ça qui est important à suivre. Et malheureusement, on constate qu'il y a un relâchement depuis quelques jours. Est-ce qu'on n'en fait pas trop avec cette maladie-là? On a vu d'autres maladies en Afrique qui ont tué plus que ça. Hein. Aujourd'hui, on parle rien que du paludisme qui tue beaucoup plus en Afrique. Mais avec le coronavirus, c'est comme si... c'est un désastre. On ne sait plus. Tout le monde, tous les pays, on en parle. L'économie est au ralenti. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Non, je ne dirais pas qu'on en fait trop. On en fait trop. Il est bien vrai, quand vous prenez l'Afrique, le paludisme tue plus que... Du moins, jusqu'à ce jour, oui. Le paludisme tue plus que le coronavirus. Mais vous savez, c'est une maladie localisée quelque part, le paludisme. Mais quand vous prenez le coronavirus, c'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs pandémie. Tous les continents sont aujourd'hui atteints. Et non seulement cela, vous voyez tout ce qui est autour de cette maladie, sur le plan économique, sur le plan social, etc., etc. Donc, quand vous évaluez tout cela, les conséquences sont énormes. Ces conséquences sont énormes. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a pratiquement, je dirais, la communication est très intense à travers cette maladie. Parfait. Si vous choisissez que maintenant vous suivez votre émission COVID-19 à vos questions, la plateforme WhatsApp pour poser la question à notre invité du jour, Dr Ganeo Ochanile, qui est bien sûr épidémiologiste, médecin de santé publique, directeur de l'information sanitaire. Vous le faites bien sûr sur le 70 26 76 76. Nous allons devoir passer à la toute première question qui nous dit ce qui suit. Bonjour, Néo Télé. C'est Daouda Sokegbe depuis Bénin, plus précisément dans le département du Koufo. Voilà, je veux savoir le nombre de décès mondial à l'heure actuelle. Merci à vous. D'accord, merci beaucoup à notre ami du Bénin, à notre frère, il est à côté de nous. Donc, les chiffres que je vais vous donner sont des chiffres de l'OMS. Donc, quand vous allez sur le site de l'OMS, vous trouvez ces chiffres. Actuellement, le nombre de décès dans le monde entier, nous sommes autour de 247 503 décès. 247 503 décès aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Voilà. Et la guérison, vous avez une idée? Non, la guérison, nous n'avons pas d'idée. Au niveau de l'OMS, c'est les cas confirmés et les décès qui sont donnés. Et donc, si nous regardons, nous voyons qu'il y a 3 588 773 cas confirmés actuellement dans le monde entier. Dans le monde entier. Voilà. Nous allons passer à une autre question. Bonsoir, docteur. Paraît-il que 80% des personnes infectées peuvent être guéries sans traitement? J'aimerais savoir, cette guérison peut survenir pendant combien de temps après l'infection? D'accord, merci beaucoup. Ce qui est à l'heure actuelle, avec les connaissances dont nous disposons, lorsque on est infecté, on peut faire la maladie. La maladie va apparaître entre 5 et ça peut aller jusqu'à 21 jours. Mais en moyenne, 14 jours, la maladie va apparaître. Maintenant, quand la maladie apparaît, en général, 2 semaines quand même, on fait la maladie et on aboutit à la guérison, en général. Mais il y a d'autres, même après 2 semaines, on fait les tests, on répète, ils ne guérissent pas tôt. Ils peuvent aller à ceux qui traînent d'autres pathologies avant d'être contaminés ou comment? Non, jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi cela se passe, puisque je vous ai dit que c'est une maladie émergente. Donc, on n'a pas un recul par rapport à cette maladie. Oui. Les études sont en cours pour savoir pourquoi certains répondent rapidement et d'autres attendent longtemps avant de recouvrir leur
guérison. Parfait. Une autre question sur le 70, 26, 76, 116. Est-ce que le coronavirus peut se trouver sur et dans le glaçon que nous achetons? Le virus résiste-t-il aux températures, à des températures très très basses? Bon, voilà. Le virus résiste-t-il? Bon, il a repris la même question 2 fois. Oui. Voilà un peu. Bon. Ça peut se trouver sur la glace quand ça... Ce qu'il y a. Quand vous regardez sur les réseaux, on a dit que l'Afrique, normalement, ne devait pas héberger le coronavirus parce qu'il fait très chaud. Et là, je vais rapidement dire que c'est très faux, c'est archi faux. Parce que quand vous prenez la ville dans laquelle ça a commencé en Chine, Oui. Wuhan, il fait plus chaud qu'en Afrique. Et pourtant, c'est là-bas le Covid-19 a commencé. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver dans le glaçon ou bien dans la glace? Bon, vous savez, en médecine, on peut jamais dire jamais. Jamais. Il n'y a jamais. Tout peut changer à tout moment. Tout peut changer. Ben, imaginez, moi, je suis atteint de Covid. Je ne me protège pas et j'éternue ou bien je tousse. Le glaçon est devant moi. Quand on prend ce glaçon-là, Là, on est contaminé. on peut regarder, mais on n'est pas contaminé. C'est pas, je ne dis pas qu'on est contaminé. On peut retrouver ça là-dessus, mais on ne peut pas être contaminé en avalant. Parce que nous connaissons les voies de transmission. Okay. Lorsque j'avale, ça rentre où? Dans l'estomac. Et le sucre gastrique, je ne pense pas qu'un virus peut résister à ce virus. Il neutralise ça en même C'est temps. ça. Maintenant, c'est au niveau des poumons que le problème se pose. Lorsqu'on inhale, lorsque une personne infectée parle, ou bien éternue, ou bien tousse, en envoyant des gouttelettes dans l'air et que vous inhalez, vous respirez, c'est en ce moment que le virus peut aller dans votre gorge, continuer au niveau du poumon et à partir de là, vous donner de la maladie. Le virus ne passe pas par l'estomac ou bien par les intestins pour pouvoir donner la maladie. Parfait, c'est le moment pour nous d'aborder bien sûr les gestes barrières. On va aller pas à pas. Les gestes barrières, on ne cessera de le dire, excusez-moi. On ne cessera de le dire et sur les panneaux publicitaires, partout à la radio, à la télé, vous les voyez. Le premier geste, il faut se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Et vous allez voir dans les marchés, au niveau des supermarchés, même chez vous ici, dès que je suis arrivé, j'ai dû me laver. Passage obligatoire. Passage obligatoire. Donc c'est comme ça on doit le faire. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Et lorsqu'on n'a pas le savon, ou bien lorsqu'on est en déplacement, il n'y a pas le savon et l'eau, on peut utiliser les solutions hydroalcooliques. Et on le fait également comme on se lave. On nettoie les mains. Donc on dit de mettre ça sur le corps aussi, ça peut... Le corps, non. Le corps, je ne pense pas, c'est les mains. Parce qu'on a assisté à certaines vidéos, on a essayé de jeter un coup d'œil, les gens passent ça sur le bras jusqu'au niveau du coude. Non, ça n'a. Est-ce qu'il faut se... Non, je pense que c'est les mains, il faut se limiter aux mains. C'est pourquoi on a dit se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Il ne faut pas se doucher avec. Donc, en dehors de cela, lorsque on veut tousser ou bien éternuer, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pliez votre coude et dans le creux du coude, vous toussez, vous éternuez là-dedans. Ce qui arrête les gouttelettes que vous projetez. Et donc, celui qui est devant vous, bien ceux qui sont autour de vous, ne peuvent pas, si vous étiez infecté. Mais il y a un problème là. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que la personne qui est peut-être déjà infectée, qui tousse dans le creux de sa coude, sera réinfectée après si jamais il traîne le virus sur son bras? Non, je pense, lorsque vous regardez très bien, les parties du corps qui sont très mobiles, c'est la main. C'est pas le bras. C'est la main qui va partout. Au niveau des yeux, au niveau du nez. C'est pourquoi on dit il faut éviter, et ça rentre aussi dans les gestes barrières, il faut éviter de vous toucher les yeux ou de racler dans les narines. Ça, c'est aussi un geste barrière. Voilà. En dehors de cela, on a préconisé également la distanciation sociale. Ce que nous avons fait sur ce plateau.
C'est ce que nous avons fait. On est à plus d'1 mètre, je dirais même 3 mètres déjà. Donc la distanciation sociale, il faut au moins 1 mètre. Ça ne veut pas dire que c'est 1 mètre. Ça veut dire à partir de 1 mètre en allant. 2 mètres, 3 mètres, c'est encore mieux. Pour éviter que si quelqu'un parmi nous a déjà la maladie, qu'il ne puisse pas infecter celui qui est devant lui ou bien ceux qui sont autour de lui. En dehors de cela, vous voyez que je suis cagoulé pratiquement. Oui, vous avez porté votre masque. C'est ça. Ça, c'est le masque chirurgical. Il y a d'autres masques également qu'on préconise. Ça permet d'éviter de contaminer. Et également, si c'est l'autre qui est infecté, ça évite de prendre. Vous êtes protégé, ça vous protège. Parfait. Mais ce qu'il y a que actuellement, bon, par rapport au début de l'épidémie, il y a quand même de plus en plus. Les masques sont disponibles de plus en plus. Mais lorsque vous ne pouvez pas acheter, vous pouvez vous concevoir vous-même votre masque avec du tissu. Mais il y a un débat qui se fait autour de ça. Oui, il y a un débat. L'efficacité de ces masques-là. Oui, ce qu'il y a que ces masques ne sont pas efficaces comme ce que je porte. Mais à défaut de ne pas en avoir, il vaut mieux avoir quelque chose. C'est ça. OK. Même si l'efficacité n'est pas à 100%, disons l'efficacité à 50%. Oui, c'est mieux que rien. C'est mieux que zéro, justement. Donc il vaut mieux avoir son masque, même si ce n'est pas le masque conventionnel, il vaut mieux l'avoir. Alors, et je pense que dans les semaines à venir, il faut qu'on en arrive là. Le port obligatoire. Le port obligatoire, parce que, vous savez, nous sommes un pays dont les revenus ne sont pas élevés, un pays en développement. Un pays en développement, on ne peut pas confiner les gens comme en Europe, aux États-Unis, ça a été fait. Vous voyez, ici, les gens vivent le jour au jour. Les confiner, ça devient de la catastrophe. Donc, ce qu'on peut faire, si on relève le niveau des mesures barrières, je pense que unité de confiner les gens, on laisse les gens réaliser leur activité de leurs AGR, si je peux le dire. Et là, tout le monde peut s'occuper de lui-même et en même temps, en optant les gestes barrières, on évite la propagation de l'épidémie. En tout cas, c'est ma perception de la chose. Parfait. On va devoir enregistrer de nouvelles questions qu'on va essayer de vous transmettre, vous poser. Bon, sur la plateforme, est-ce que le remède malgache publié par le président prévient et guérit effectivement le Covid? Si oui, pourquoi les Africains ne peuvent pas l'utiliser? D'accord, merci beaucoup. Il y a quelques semaines, le président malgache... Rajoli. C'est ça. Donc, ils ont découvert un remède, une potion magique, si on peut l'appeler ainsi. Mais bon, moi, je suis scientifique. En science, pour dire qu'on a trouvé un médicament, il y a un processus que ça suit, ce que nous appelons essai clinique. Et essai clinique, on doit prendre un grand nombre de personnes et les mettre sous traitement et après évaluer l'efficacité de ce traitement. Donc je pense que ce que le président malgache a dit, ça n'a pas suivi un essai clinique. Il n'y a pas eu d'essais cliniques qui ont été réalisés. Et puis ils ont dit qu'il y a eu 2 personnes qui ont été guéries avec ce médicament. On ne peut pas à partir de 2 personnes dire que le médicament est efficace. Je ne dis pas que le médicament n'est pas efficace, mais il faut suivre le protocole, faire des essais cliniques et prouver que réellement ce médicament est efficace. Parce que vous savez, je viens de dire que dans 80 à 85% des cas, on guérit sans intervention. Maintenant, est-ce que les 2 cas-là font partie de ces 80-85%? On se pose des questions. Vous voyez. Donc, mais quand on enregistre des morts au jour le jour, est-ce qu'il faut attendre jusqu'à faire des tests en grand nombre avant de commencer par utiliser les produits qui peuvent toutefois sauver des vies? Oui, vous savez, quand on est scientifique, on se dit, il est bien vrai, il y a des cas de décès. Et, bon, par exemple, quand nous prenons de la chloroquine, le protocole
actuellement qu'on utilise même en France, etc., la chloroquine avec autres antibiotiques, c'est parce que la chloroquine, on l'a utilisée pendant des années. Par exemple, au Togo, plus de 115 ans. Moi, je n'étais même pas encore né quand on avait commencé à utiliser chloroquine. On l'a utilisée dans le cadre du paludisme. Et pendant 115 ans, les gens ont utilisé, on a vu les effets. Donc, on se dit, il vaut mieux pêcher, pêcher que de ne rien faire, quoi. Et donc, de toutes les façons, les gens, même en France ou bien dans les pays européens qui n'avaient pas le palu, quand ils descendent en Afrique, on leur donnait ça. Quand bien même ils n'étaient pas malades, on leur donnait. Donc, il vaut mieux pêcher par excès que de ne rien faire. Et c'est pourquoi tous les pays pratiquement ont adapté ce protocole. Il faut peut-être aussi pêcher par essai en prenant aussi des produits malgaches là pour voir ce que ça va donner, parce que il y a un débat qui se fait autour, on ne comprend plus rien. On se dit, est-ce que c'est l'OMS qui doit toujours dicter la loi, à suivre à tous les pays du monde entier? Oui, l'OMS. La prise aussi de chloroquine, on a vu la prise des positions à travers le monde entier. Le président français était un peu, et par après, il a dit, bon, ok, essayons ça sur 800 personnes. Aux États-Unis, Donald Trump a dit, on ne perd rien en utilisant la chloroquine, c'est comme de la manne qui nous est tombée du ciel, voilà. Au bout de sa phrase, utilisons la chloroquine, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, on ne perd rien. Oui, c'est pas l'OMS qui dicte, vous savez. En situation de crise, vous avez votre population que vous gérez. Quand il y aura des morts, on ne demandera pas de compte à l'OMS au Togo. C'est le gouvernement qui répond lorsqu'il y a des morts dans son pays. Vous voyez? Donc c'est pourquoi vous voyez qu'à un moment donné, le gouvernement a pris la décision de mettre le protocole en place pour la prise en charge des cas. Maintenant, au-delà de cela, avec Artemisia, jusque-là, selon les connaissances que moi j'ai, ça n'a pas encore fait ses preuves. Il est bien vrai, quand vous lisez, vous allez voir qu'en Chine également, on l'a utilisé. Mais, dans les publications, les Chinois ont mis l'accent plus sur la chloroquine, ajoutée à un autre antibiotique. Et c'est ce qui a fait que tout le monde a opté pour ce protocole. Donc, l'artémisia, pour le moment, nous n'avons pas de connaissances là-dessus. Et donc, il faut qu'on évite, lorsqu'on n'a pas de connaissances là-dessus, il faut qu'on évite de le prendre. Parfait. Mais il y a un autre débat qui se fait actuellement autour de la chloroquine et de l'azithromycine suite à une étude qui a été faite par des scientifiques publiée dans une revue en Amérique qui dit qu'avec l'utilisation de la chloroquine et de l'azithromycine, on sera tenté d'assister à des jours qui viennent à des complications ça et là, et ceux qui souffrent par exemple de VIH-Sida et autres vont connaître des jours vraiment mouvementés. Est-ce que c'est pas aussi encore une autre boule qui tombe comme ça pour mettre tout le monde dans un pétrin avec la chloroquine? On n'est pas sûr, on ne sait pas finalement avec quoi on traite justement cette maladie-là. Est-ce qu'il faut isoler tout le monde, c'est-à-dire attendre jusqu'à 80%, voir s'ils vont se guérir d'eux-mêmes là? Oui, il y a certains qui avaient pensé à cela, même en Europe, qu'il faut attendre qu'au moins 60 à 70% de la population ait la maladie pour avoir une immunité collective. C'était dangereux parce que c'est une maladie, on n'a pas un recul par rapport à cette maladie. Imaginez qu'il y ait beaucoup de cas graves parmi cette proportion de population. Alors là, ça devient très, 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 très grave. Maintenant, par rapport à la chloroquine et à l'azithromycine, bon, vous savez, aujourd'hui, là, comme c'est une nouvelle maladie, une maladie émergente, tout est possible. Toutes les études sont possibles. Moi-même, j'ai appris il y a 3 jours en France, il y a une étude qui disait que ceux qui fument sont préservés de coronavirus. Vous voyez, ils ont fait des études et ils disent ils sont prêts. Vous voyez, tout est possible. Parce que, bon, aujourd'hui, si moi je dis non, quelles sont mes preuves pour dire... On va s'acheter des cigarettes en désordre. Hein, voilà. Alors que la cigarette même tue plus que... Jamais. La cigarette même aujourd'hui tue plus que le coronavirus. Est-ce que vous voyez? Donc, tant que je n'ai pas de preuves scientifiques pour contredire certaines vérités, il vaut mieux être prudent.
il vaut mieux être prudent. Et c'est sur ça que nous sommes actuellement. Mais comment on peut comprendre un peu cette absence de la médecine africaine dans tout ce qui se passe actuellement? C'est comme si on est là, on n'est que des consommateurs à vie. On ne propose pas vraiment grand-chose en matière de ce genre de situations qui se présentent. On attend toujours l'Occident, on attend toujours les pays évoluer, comme on a l'habitude de le dire. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit ainsi. Quand nous prenons par exemple le Togo, actuellement à l'université de Lomé, en collaboration avec des tradithérapeutes, ils sont en train de faire des études. Mais jusqu'à quand Il faut attendre jusqu'à ce Oui. qu'on enregistre des morts en nombre avant de réagir. Non, je pense qu'il faut pas, on va pas souhaiter cela. Oui, on ne le souhaite pas. Vraiment, On ne le souhaite pas. Mais vous savez, des proactives. Mais si c'était facile, déjà dans les pays développés, on devait déjà nous trouver un remède. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas facile. Une maladie émergente, ça demande un peu plus de temps pour avoir un vrai remède. Maintenant, c'est comme les mécaniciens actuellement, ce que nous faisons, c'est comme les mécaniciens. On change les pièces, les pièces de rechange, et puis on essaie de voir par rapport au protocole ce que ça va donner. Les protocoles, on ne sait pas quelle est leur efficacité. Est-ce que c'est 90%, 60%, ou bien même en bas de 50%. Mais on les utilise, et au fur et à mesure qu'on avance, on tire des conclusions. Si c'est des protocoles qui sont avérés efficaces, on les maintient. Dans le cas contraire, il y avait des maladies pires que ça dans le passé, mais nos parents, nos vieux ont réussi à traiter ça d'une façon très simple. On n'avait pas eu vraiment de mort. Il y a des cérémonies, des choses qui se font d'une façon banale et puis ça passe. Oui, les cérémonies, comme vous l'avez dit, les cérémonies, moi je suis scientifique. Je ne sais pas si une cérémonie, donc ça devient de la métaphysique. Ouais, or, quand on parle de métaphysique, vous et moi... Ce qu'on dit aujourd'hui de cette maladie, là, il y a toujours un petit souci. On dit, mais avec quoi on traite justement cette maladie-là? D'aucuns disent de la chloroquine avec de l'azithromycine, d'autres disent non, que ça va compliquer. Bon, finalement, on se dit, c'est pas finalement une maladie spirituelle, si on peut se permettre de le dire comme ça, quand on écoute un peu certains pasteurs et certains, chefs spirituels qui s'invitent sur des médias qui disent beaucoup de choses par rapport à cette maladie. Oui, c'est ce que j'ai dit, que sur les réseaux sociaux, vous retrouverez tous les réseaux sociaux là. Vous allez tout retrouver, les traitements, l'explication. Vous savez, même le paludisme, dans notre contexte africain, le paludisme, ce n'est pas un protozoaire, un parasite qui est à la base. On trouve également des explications au paludisme. Vous voyez, donc, au niveau métaphysique, je ne doute pas que l'Africain puisse trouver des explications à cela. Sociologiquement, c'est possible. Mais nous, en tant que scientifiques, on sait que le coronavirus, la maladie, est due au Covid-19. C'est comme le paludisme, la maladie est due à un parasite. Un germe, disons, que nous appelons parasite, un protozoaire. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a un protocole qui est utilisé dans le monde entier, chloroquine associée à de l'azithromycine. Et jusque-là, quand nous prenons le Togo, on n'a pas encore de souci à l'utilisation, à moins que les gens soient allergiques à cette molécule. Dans le cas contraire, le traitement est mis en place. Et il n'y a pas de souci pour cela. On va prendre une nouvelle question de nos amis téléspectateurs qui nous suivent actuellement. La question nous dit ce qui suit. Bonsoir, on nous a appris à l'école que l'air inspiré contient du dioxyde de carbone. Or, l'une des mesures de barrière est le port des masques. En inspirant et expirant le même air, est-ce qu'on ne se crée pas vraiment d'autres maladies, c'est-à-dire l'air, quand on met le masque, l'air ne sort pas vraiment. C'est ça. Je comprends. Que les gens ont l'habitude de descendre ça juste au niveau du menton pour pouvoir respirer un peu de l'air naturel. C'est ça. Ils se disent qu'ils sont un peu étouffés. Je comprends l'inquiétude de notre ami, mais il faut que je le rassure. Quel est le rôle du masque que nous portons? Le masque n'a pas pour rôle d'éviter que l'air que nous aspirons sorte. C'est de filtrer l'air que nous expirons ou bien que nous inspirons. C'est le rôle du masque, c'est de filtrer cet air. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, le CO2, s'il est expiré, il sort. Il n'est pas
il n'est pas, disons, dans le masque. On l'expire et il s'en va. C'est le contenu de l'air qui est filtré. Donc les gouttelettes, par exemple, qui contiennent le Covid-19, ce sont ces gouttelettes-là qui sont retenues par le masque que nous portons. Voilà. C'est ça. Donc le CO2, c'est comme l'air, donc ça ne peut pas être retenu. Lui s'en va. Il est filtré, il s'en va. C'est comme vous prenez un tissu, vous mettez de l'eau, vous voyez en bas, l'eau s'en va. Mais les déchets qui sont dans de l'eau sont retenus par le tissu. C'est exactement le filtre-là que constitue le masque que nous portons. Comme on a l'habitude de voir avec les tamis. C'est ça. On essaie de tamiser un peu pour... Justement. Voilà. On va prendre encore une autre question sur notre plateforme. J'aurais souhaité que le docteur nous éclaircisse sur les avantages et l'inconvénient du dépistage de masse, comme le stipule. Enfin, les avantages du dépistage de masse et ses inconvénients. Le dépistage de masse, ça veut dire il faut tester un grand nombre de personnes. C'est ce que ça veut dire. OK. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Les avantages, c'est que vous avez la possibilité d'avoir un grand nombre de cas confirmés, qui sont positifs donc, et donc de les isoler et éviter que ces gens-là continuent de propager la maladie. L'inconvénient, si je peux le dire ainsi, c'est que pour pouvoir le faire, il faut d'abord que les structures d'accueil soient disponibles. Avec un personnel aussi. Avec le personnel également en nombre adéquat. Et qualifié. Qualifié. On ne va pas dire qu'on veut faire dépistage de masse et puis il faut également, non. Il faut également disposer de matériel. Les tests, il faut en disposer. Vous voyez tout ça là. Bon, est-ce que c'est des inconvénients? Bon, je ne pourrais le dire. Oui, c'est des inconvénients parce qu'on peut pas dire qu'on est en train de faire des dépistages de masse et aller choisir des gens qui ne sont pas vraiment du domaine pour pouvoir faire le travail comme ça se doit et se créer des ennuis après. C'est ça. Donc, il faut prendre des dispositions. Les centres d'accueil, au cas où les personnes sont dépistées positives, les centres d'accueil doivent être disponibles. Les ressources humaines, le personnel de santé également qui va les prendre en charge doivent être disponibles. Si on n'a pas toutes ces, disons, si tout cela n'est pas disponible, je pense qu'il vaut mieux. Inutile de passer à cet état. Il faut bien cibler. Adoptons les gestes barrières. Et puis c'est fini, hein? Les gestes barrières. Et puis, les gestes barrières. On ne va pas arriver jusqu'à ce point. Les gestes barrières. Et ça, il faut insister là-dessus. Si tout le monde portait son masque, on se lave régulièrement les mains comme cela se doit. Les distances, on observe les distances entre nous. Et également, lorsqu'il faut tousser ou éternuer, on le fait dans le pli du coude. Je pense que même si vous êtes infecté, vous n'allez pas propager votre maladie. Et c'est ce que nous préconisons actuellement. Parfait. Merci de nous rester fidèles. Vous nous suivez un peu partout. Et l'émission, c'est Covid-19 à vos questions. Nous abordons avec notre invité du jour, Gani Uchanile. Il est bien sûr docteur, épidémiologiste, médecin de santé publique, directeur de l'information sanitaire. Et depuis quelques minutes, bien sûr, nous abordons un peu les informations dans le domaine et puis les gestes utiles. Et vos questions sont bien sûr les bienvenues sur le 70 26 76 76. Et la question qui suit nous dit, c'est qui suit également. Bonsoir le plateau, j'aimerais savoir si une personne est guérie du coronavirus, la personne peut-elle encore être confirmée positive? C'est-à-dire, quand on est guéri une fois, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut être réinfecté? C'est peut-être l'idée, hein? Oui. Si je comprends bien le fond de sa question. Ça. Une fois que on est traité de la maladie, on vous a déclaré guéri, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus contracter le coronavirus. Décidément, on n'est pas à la avec cette maladie. Ah oui, parce qu'il y a eu en Chine et puis en Corée du Sud, les gens qui sont déclarés guéris et quelques semaines après, ils retombent dans la maladie. Et on se pose des questions. Est-ce qu'ils ont encore contracté le virus ou bien dans leur organisme,
il y a un coin, un réservoir où les virus se sont cachés et après, ils sont ressortis. Donc, une fois que vous êtes guéri, les précautions, c'est de respecter les mesures barrières. Sinon, vous pouvez encore contracter le virus et retomber malade. Merci. La question qui suit nous dit « Bonsoir, merci pour l'émission. N'est-il pas meilleur de rendre obligatoire le port de masque au Togo ?» Vous l'avez dit il y a un instant, qu'il va falloir qu'on en arrive là. Hein? Oui, on doit arriver à cela. Et moi, je suis très partant pour cela. Il faut qu'on rende obligatoire le port de masque à toute la population. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour le personnel de santé, mais je pense qu'on doit rendre obligatoire et le gouvernement est à pied d'œuvre. Parce que pour dire que le port de masque est obligatoire pour toute la population, il faudrait que ces masques soient disponibles. Et aujourd'hui, il y a des sociétés, des usines, l'université de Lomé également. Le gouvernement les a contactés pour pouvoir fabriquer en grand nombre ces masques et qui seront disponibles et moins chers. Parce qu'il faut voir aussi, si on dit, vous et moi, un masque coûte 500 francs, alors qu'il faut 3 par jour, ça fait 1500. Je ne pense pas que tout le monde pourra en acheter. Donc il faut que ça soit moins cher, abordable, pour que tout le monde puisse en acheter. Et en ce moment, on rentre dans le port obligatoire. Mais, s'il vous plaît, avant que le gouvernement ne décide, nous, c'est notre santé. Nous avons des tissus. Fabriquons nous-mêmes nos masques en attendant que les masques homologués soient disponibles. Parfait. La question qui suit avant d'aller, bien sûr, à la fin de cette émission. Bonsoir Mathieu, bonsoir docteur, merci de nous éclairer. Mon inquiétude se trouve au niveau du port de masque que le docteur porte présentement. Il semble qu'il faut tourner d'une manière quand il s'agit d'une personne malade et d'une autre manière quand il s'agit d'une protection simple. Enfin, le sujet fait souvent débat, très souvent, le masque que vous avez porté, docteur. D'aucuns disent que si vous n'êtes pas malade, vous tournez la face, enfin bleue ou bien verte, là, vers votre narine et votre bouche, et puis ce qui est blanc à l'intérieur, là, vers l'extérieur, ou carrément de la façon dont vous l'avez porté. Oui. Justement, comment faut-il porter ce masque de chirurgical que vous avez sur vous? C'est la meilleure façon, ça, ou bien, on veut savoir, pour avoir le cœur net. Oui, on ne va pas rentrer dans les discussions stériles. Je pense que le masque, c'est un filtre. Celui que je porte, c'est un filtre. Il y a d'aucuns qui disent, la manière dont j'ai porté là, c'est pour éviter... Lorsque moi je suis atteint, j'ai l'infection, c'est pour éviter que je vous contamine. Oui. Et d'autres disent il faut tourner. De toutes les façons, il faut avoir un masque. Il faut porter un masque. C'est ça le résultat qui est important. Pour éviter le pire. Pour éviter le pire. Qu'il soit tourné ou qu'il soit de l'autre sens, je pense que l'effet est le même. Parfait. On va prendre la dernière question de cette émission de ce jour. La dernière question venant de nos amis téléspectateurs. Bonsoir. Pourquoi le Togo ne commande pas le produit que le Madagascar a trouvé? Enfin, ça revient toujours à cette affaire de la potion. Cette affaire de produits magiques trouvés par le Madagascar. Oui. Je ne dis pas que ce n'est pas efficace. Oui. Ça, je ne le dis pas. Je ne dis pas non plus que c'est efficace. Donc, pour le moment, le Togo dispose d'un protocole. Et depuis que nous avons commencé à l'utiliser, vous-même, vous avez vu le nombre de mois qu'on a enregistré. Et nous pensons que ce protocole, il ne faut pas le changer. Il faut le maintenir. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut aller encore chercher d'autres potions à ajouter à ce protocole. Parfait. C'est ça. Docteur, on est pratiquement à la fin de l'émission. Votre mot de la fin. Merci. S'il y a un mot à dire, je pense que c'est geste barrière. Covid égale geste barrière. Le reste, c'est du farfelu. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur Ganiou Tchanilé. Je rappelle que vous êtes bien sûr épidémiologiste, médecin de santé publique, directeur de l'information sanitaire. Merci d'être passé
Merci beaucoup. J'espère que ça se passe bien dans tout ce que vous faites au ministère, dans votre boîte. Les gens le respectent, les respectent ces gestes barrières-là. Il n'y a pas de souci. Le gouvernement même a distribué aux différents services les masques et puis les lave-mains. Donc, dans tout service, quand vous arrivez, vous avez les lave-mains. Et puis, le masque également, on a distribué. Tout le monde en a, tout le personnel en a, ce qui prévient le Covid-19. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, merci de votre fidélité à notre antenne. On se retrouve demain toujours avec le même plaisir. Derrière nous, c'est l'information.